Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub. Notre camarade Thierry vient de se tirer. Goguenard qu'il est, le camarade Thierry, enfin il est parti. C'est triste. Avec ce matin, à la régie, notre camarade Pétichou, qui assure la régie, la programmation musicale, des textes, enfin bon, pas mal de choses. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Notre Jean à ma gauche, qui est ce matin passablement énervé. Salut les filles. Désabusé et sans courage. On espère qu'il va tenir jusqu'à la fin de l'émission. Bonjour mon Jean. Salut les filles. Et puis ma pomme pour une émission consacrée, notre Jean qui en a trouvé le titre, toujours lumineux notre Jean. Le titre s'intitule, enfin l'intitulé de l'émission c'est Lumineuses ténèbres, au pluriel. Voilà. Et on vous éclairera sur ces ténèbres dans notre histoire là, d'une couleur. Pour une émission consacrée évidemment et comme d'habitude à l'artiste dans la société, on le cherche toujours, vous savez qu'on est toujours perdu, et pas beaucoup d'espoir de le retrouver un jour. L'artiste en dehors de celle-ci où il vaque ordinairement, l'artiste et l'engagement politique en toc. Oui, enfin bon, pas du tout l'artiste engagé, le minimum, hein, sauf à la recherche de thunes. J'en discutais ce matin avec le caissier du géant chez Gesteker, où je vais t'entendre me faire escroquer, comme mon autre camarade Jean d'ailleurs, qui est allé lui aussi ce matin, mais avant moi. Ouais, on s'est pas fait escroquer en même temps. Non. Hein. L'artiste et la science, eh bien oui, comme vous le savez. Notre correspondant finlandais, ex-correspondant irlandais, le bien nommé Juju, un doctorant en informatique, excusez du peu, très jeune, à peine 25 ans, je crois, eh bien nous a éclairé sur les rapports entre la science et l'art, en nous informant, et on était bien content de l'être, que des grands scientifiques s'intéressent à l'art. Ils ont autre chose dans leur bureau que des, comment dirais-je, des Kandinsky et compagnie, quoi, voilà. Parce que bon, on sait bien que c'est l'artiste préféré des instituteurs et des cabinets de dentistes, enfin des dentistes qui ont des cabinets. C'est dégueulasse. Et puis une petite citation de notre camarade Dac. Écoutez, non, là c'est un moment de recueillement quand même. Il est démocratiquement impensable qu'en République, il y ait encore trop de gens qui se foutent royalement de tout. On en fait partie, hein. Voilà. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Marat fut un soyeux nom de Dieu, à qui lui porte haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu. Je veux parler sans gêne. Qu'aucun filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Qu'aucun filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu et je couche sur la paille. Nom de Dieu, et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la panse. Sans Dieu, nous crevons d'abstinence. Nom de Dieu, nous crevons d'abstinence. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Au vicaire le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse. Sans Dieu, se faire plotter les fesses. Nom de Dieu, se faire plotter les fesses. Quand ils t'appellent gueux, nom de Dieu, suce à leur équipage. Quand ils t'appellent gueux, nom de Dieu, suce à leur équipage. Un pied sur le moyeu, nom de Dieu, pour venger cet outrage. Sans Dieu, crache-leur au visage. Nom de Dieu, crache-leur au visage. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu,
fout les églises par terre. Sans Dieu, et le bon Dieu dans la merde. Nom de Dieu, et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre. Sans Dieu, mérite la lanterne, nom de Dieu, mérite la lanterne. C'était Le Père Duchesne, une chanson écrite par Pierre Dupont et interprétée par Marc Augeret. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, avec notre piquet court national à la télé, dans la régie, bientôt à la télé peut-être, notre Jean là, qui compulse et qui écrit, il a l'air vachement studieux ce matin, je sais pas ce qui se passe, bon. Ben, je prépare l'émission. Oh non, elle était préparée longtemps à l'avance, attention, hein, voilà. Et ma pomme pour la mini-tube de luminance de Momo la Science, conduite par Esther, Jean et Shlomo, mais c'est le dernier qui parlera en premier. C'est pas une parabole, mais c'est dans l'évangile, hein, les premiers seront les derniers, et l'inverse. Voilà. Bon, alors j'ai pas de mini-tube ce matin, ce qui va faire l'objet de ma mini-tube. Pourquoi n'ai-je pas de mini-tube ce matin? Parce que je trouve comme un espèce de ras-le-bol gigantesque qui me submerge, c'est pire qu'un tsunami, voilà, de toutes ces merdes qu'on nous fait avaler à longueur de journée, de semaines, de mois, d'années, de décennies, de siècles. Enfin bon, on est toujours les têtes de cons de quelques-uns. Quand on pense que 1% de la richesse, 40% de la richesse, non, 40% de la richesse mondiale est détenue par 1% de Pékin, c'est quand même drôle. Et puis en France, on a des osos à la tête des affaires, comme ils disent. Et c'est pas mieux que les deux osos qui étaient avant eux. Ils continuent à nous enfiler des perles à longueur, je répète, à longueur d'émissions de télévision, de radio. Voilà, ce matin j'écoutais les news, comme on dit, dans le PEP, enfin dans le PEP, pas le PEP de gauche, hein, bien sûr, les bobos du 11e, du 12e, etc., etc. On dit, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, voilà, on nous passait, il y avait une petite mémé de 91 ans, qui touchait 800 € à peu près par mois pour vivre, enfin, il fallait qu'elle paye son loyer, et elle disait que c'était assez difficile. Elle se plaignait pas, mais enfin bon, elle disait que c'était assez difficile. Il faut dire, faut vivre avec 800 € par mois. Et puis voilà. Puis il y avait un petit économiste là, je sais plus comment il s'appelle, un nom qui finit en ou, je vois pas très bien, je me souviens pas. Enfin, vous savez le petit genou là, qui a plein d'énergie. Plein d'optimisme, voilà, qui blablatait là-dessus, en noyant le poisson, en parlant de oui, bon, maintenant la retraite, c'est souvent, voilà, de plus en plus des assurances, des mutuelles qui assurent ce qu'avant la sécurité sociale ou les retraites, enfin la retraite pouvait assurer à 75%. Maintenant, elle l'assure plus qu'à même pas 50%, et ça va encore baisser. Voilà, on est là. Mais les mecs, ils blablatent là-dessus, ils pontifient là-dessus, sans apporter aucune solution. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des solutions. Et c'est pas du tout comme on me répète souvent Piquet-Cou, qui a un don pour la répétition, parce qu'elle pense que je suis un peu lent de la comprenette, elle n'a pas tort. Je sais pas comment elle a pu imaginer un truc pareil en même temps. Qui répète que bon, quand la retraite, la Sécu, tous ces machins ont été instaurés par le Conseil de la Résistance à la Libération, dans une France ravagée, il n'y avait plus rien qui tenait debout. Eh bien, on assurait, pour la première année, on a assuré les retraites comment? La question, comment? Puisqu'il n'y avait pas, on l'assurait évidemment avec les gens qui travaillaient, mais maintenant il y a toujours plus de gens qui travaillent que de gens qui sont à la retraite, quand même, hein, il y en a 1,4% qui travaillent pour un. Mais je pense qu'en embuscade derrière tout ça, oui, j'avais rien à dire, mais en fin de compte, si je me laisse aller, j'en ai pas mal à dire, qu'en fin de compte, derrière tout ça, il y a le gisement de milliards et de milliards de thunes
que les gens qui veulent se gaver, le marché de l'assurance sociale, le marché des retraites, voilà, ils sont là en embuscade, ils sont tout à fait prêts à ce que ça se fasse, et ils ont aussi des mecs qui font du lobbying auprès de nos députés, de nos sénateurs professionnels, des gens qui consacrent leur vie à la politique, donc qui n'ont aucune idée de ce qu'est le monde du travail, de ce qu'est la misère sociale, etc. J'avais vu une émission aussi avec une nana d'entre 50 et 60 ans, qui a répondu à cette espèce de turluron débile qui s'appelle Copé, je crois, un mec qui se croit le chef d'une formation politique de droite ou d'extrême droite selon, et qui lui a cloué le bec en lui disant: mais écoutez, monsieur Copé, ne venez pas me parler des gens qui gagnent ce que je gagne, c'est-à-dire 500 € par mois d'aide sociale. Vous n'y connaissez rien, vous pouvez pas comprendre ce que c'est, alors s'il vous plaît, ayez la décence de la fermer, quoi, tu vois. Et non, mais je te jure, et c'est une Alsacienne, une rousse flamboyante, et je pense à quelqu'un qu'on connaît tous les deux ou tous les trois, mais alors elle était un débit, je te dis, mais c'était pam, 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 elle tirait, mais à chaque coup elle faisait mouche. Et le Copé, c'est un mec qui bavarde beaucoup, quoi, comme tous les politiciens professionnels, et lui, là, il était complètement scotché, il pouvait rien dire. Il avait un espèce de rictus figé sur sa tronche de voleur, et la nana, elle l'a complètement laminé, quoi, tu vois. Mais c'était quelqu'un qu'ils avaient choisi, parce qu'une fois, elle était intervenue aussi, je me souviens, pour une question de chômage ou je sais pas quoi. Enfin bon, ils l'avaient repéré, cette nana, et là, ils l'ont réinvitée sur une chaîne de télévision nationale, et pour claquer la gueule à Copé, quoi. Elle l'a fait d'une manière magistrale. Comme quoi, si on écoute vraiment le peuple, dont cette bonne femme, mère de famille, etc., enfin bon, en recherche de travail, elle est chômeuse depuis quelque temps déjà, eh bien, mais on sait qu'une nana, à part la cinquantaine, elle a très peu de chances de trouver un boulot décemment payé, voilà. Et voilà, si les télévisions, si les radios, si les journaux donnaient plus la parole à ces gens-là, peut-être que ça pourrait un peu bouger dans l'esprit de toute la population, quoi, des riches et des moins riches, ou des nantis et des moins nantis. Sauf qu'on donne très rarement la parole à ces gens-là, sauf pour les retourner en ridicule, comme le chef de la communication de ce fameux Copé, qui traitait ses propos de cette nana d'ignoble, tu vois. Non, mais franchement, le mec, t'aurais vu le Minet, costume 3 pièces, quoi, tu vois, le plan de carrière type. Voilà, alors, mais on l'a. Le genre qui te plaît, hein. Oui, le genre qui me plaît beaucoup. On ne donne pas la parole donc aux gens qui auraient besoin de l'avoir, et on la donne toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux politiques, à ces guignols qui nous conduisent, dont la seule aspiration, c'est un peu comme Google dont on parlait ce matin au bistrot. Eux, c'est l'intrusion dans la vie des citoyens pour pouvoir mieux les museler. Enfin, tout est fait pour ça, pour annihiler leur conscience, leur velléité de bagarre, etc., etc. Voilà. Donc, tout ça me dit que j'ai pas trop envie des fois de parler c'est rare que je parle de politique, parce que franchement, ça n'a aucun intérêt. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même blabla. Mais ce matin, j'en avais un peu ras la casquette, donc je me suis un peu lâché. Ouais, puis si Aurélie Filippetti fait plus parler d'elle dans le canard. En attendant, vous parlez de Filippetti. Heureusement que tu n'avais pas de mini-tube, parce que... Non, mais bon genre. Bon, allez, mon genre. Eh ben, j'en ai pas non plus, figure-toi. Merde, c'est pas possible. Et donc, je voudrais vous parler un tout petit peu du musée des Beaux-Arts de Pau. Quel est le rapport? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? On milite pour le musée de province, c'est tout ce que j'ai trouvé comme oui, rapport. très bien, c'est un des trucs qu'on défend aussi. Ouais, parce que l'entrée coûte 4 €. Et il y a une magnifique collection de peintures qui en plus est renouvelée régulièrement, c'est-à-dire que la dimension du musée ne permet pas d'exposer plus que le tiers à peu près de leur collection permanente, donc c'est renouvelé plusieurs fois par an comme ça, et dans un ordre un peu dispersé, donc c'est vraiment un endroit qu'on peut fréquenter régulièrement, quoi. Tout près de l'entrée, il y a un magnifique André Lotte. Moi, je suis pas vraiment un fan de ce peintre. Non, mais j'en étais sûr, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est correct son travail. Ça s'appelle les Amis, en fait, et ce sont 2 femmes dans un intérieur comme ça, traditionnel, tu vois, et simplement, il y a une façon, il y en a une des deux qui est en train de lire, l'autre qui est en train de faire un travail d'aiguille, où je me rappelle plus très bien, mais
Il y a juste dans la façon qu'une des deux femmes a de passer son bras, si tu veux, autour du cou de l'autre, on devine que il n'y en a pas une des deux qui est en visite, si tu veux. Hein. Elles vivent vraiment ensemble, et c'est une façon de parler de l'homosexualité féminine un petit peu plus subtile que le tableau du même nom de Courbet, tu vois, où elles sont nues et enlacées sur un lit. Ouais. Non, c'est vraiment un beau tableau. Quand on va un petit peu plus loin, il y a un Hyacinthe Rigaud. Ah, ouais. Parle-nous d'Hyacinthe Rigaud. Ah, je vais vous parler d'Hyacinthe Rigaud, parce qu'il y a un truc qui m'a un peu gêné quand même, c'est qu'il y a manifestement sur la toile des coups de pinceau qui ne sont pas de Hyacinthe Rigaud. Ah, une retouche sauvage. Voilà, alors du coup j'en parlais avec Francine qui me disait, ma compagne, qui me disait que en reliure par exemple, dans la restauration, c'est une volonté que les retouches se voient. Si tu veux, la restauration se voit Non, sérieusement, de manière à ce qu'on fasse bien la différence entre ce qui est de la main originale de l'artiste, de l'auteur, de l'artisan, enfin ce que tu veux, et ce qui est de la main du restaurateur. Donc je me demandais, je ne sais pas si quelqu'un a cette info, moi j'y connais rien en matière de restauration de peinture, est-ce que c'est une volonté aussi en peinture de faire en sorte que ce qui a été retouché, restauré, se voit, je ne sais pas. J'ai une expérience assez, on peut dire, déprimante de ce que tu évoques là. C'était à Compredon, à l'Île-sur-la-Sorgue, c'est un petit musée, hôtel Compredon, un hôtel particulier qui a été transformé en musée, où il y a souvent des expos intéressantes. Et là, il y avait un peintre anonyme du 19e siècle, ce qu'on appelait les petits maîtres, local, qui avait été restauré. Et alors, oui, on voyait la restauration, mais on la voyait tellement que là, je peux te dire que c'était terrifiant, parce que c'était des plâtras, des plaquages de grosses merdes, tu vois. C'est-à-dire que t'as un peintre, tu vois, le 19e, les petits maîtres, qui savaient travailler, qui avaient une technique, tu vois, bon, ça bouleversait pas, mais les gens qui savaient peindre, quand même, qui avaient une technique, et la restauration. Alors là, on n'avait aucun doute qu'il y avait quelqu'un qui l'avait restauré, mais je veux dire, c'était vraiment, enfin, c'était carrément du massacre, quoi, tu vois, voilà. Alors, je suis un peu douteux, c'est sûr, sur ces histoires-là. Je sais qu'il y a une tendance contemporaine qui est d'intervenir le moins possible sur les œuvres qu'on restaure. C'est-à-dire qu'on intervient à minima de manière à laisser, si tu veux, le maximum de l'image initiale. D'accord. C'est-à-dire que ça paraît d'ailleurs assez évident. Ouais, quoi, contrairement à ce qui se faisait avant, justement, qui était vraiment refaire le tableau carrément. Tu vois, voilà. Alors cette histoire qui est peut-être valable en reliure, je sais pas, mais en peinture, je peux dire que j'ai eu un exemple peut-être extrême. Tu vois, ils font pas tous ça, mais d'une restauration visible qui était franchement, qui dénaturait complètement le travail de l'artiste. Voilà. D'accord. Il y a aussi un très beau Henri Leroll. C'est le père en fait des deux sœurs dont on parlait dans une émission qui avait été peinte au piano par Renoir, et aussi par Degas, par tout un tas d'artistes comme ça de cette époque. Il est magnifique, ça s'appelle La Lettre. C'est une femme en train de lire une lettre dans un jardin. Très très beau tableau d'Henri Leroll. Il y a quelques très beaux Félix Ziem aussi, dont on a déjà parlé dans cette émission. Il y a un Degas qui est un beau Degas qui s'appelle un bureau de coton à la Nouvelle-Orléans. Il y a deux petits boudins magnifiques. Il y a un tableau assez spectaculaire de Judith et Holoferne avant qu'elle lui coupe la tête. En fait, ça c'est un Horace Vernet. C'est un artiste dont Piquet-Cou nous avait parlé il y a quelque temps. Il y a aussi un Van Dongen, Piquet-Cou adore. Non, je plaisante. Ça va. Le peintre préféré de Piquet-Cou. On va pas revenir sur le sujet. Il y a une salle réservée au naturalisme, ça c'est pour mes deux copains ici présents, tu vois, notamment avec une grève au Creusot de Théophile Desrolles, pas mal, enfin voilà, il y a des tableaux comme ça. 4 €, ça représente au moins 2 heures de visite, voilà, c'est ça les musées de province. J'ai compté, on était 4 visiteurs dans le musée. Extraordinaire. Pendant tout le temps de la visite. Ouais. Ah non, ça, vive les musées de province. Ah oui. Oui, qui réserve, comme tu nous démontres là, vraiment des magnifiques surprises. Voilà, musée des Beaux-Arts de Pau. Bon bah, moi je suis désolée, j'avais préparé une miniature. Donc, elle bosse, elle. Une info que j'ai relevée dans la revue Silence. C'est un magazine qui traite d'écologie, d'alternatives et de non-violence.
Et une info que j'ai relevée également sur le site Reporter, dont j'ai parlé la dernière fois, le site repris par Hervé Kampfront, depuis qu'il a quitté le journal Le Monde. Donc alors que j'évoquais dans ma mini-tube il y a quelques mois la décision prise par les magasins Leclerc en Bretagne de stopper la vente de pesticides dans ces rayons, les magasins Castorama font la sourde oreille aux demandes de retrait du Roundup. La nocivité du Roundup a été reconnue scientifiquement, entre autres par le chercheur et lanceur d'alerte Gilles Serralini. Monsanto, qui commercialise ce produit, a été condamné à plusieurs reprises pour publicité mensongère, alors que la marque prétendait vendre un produit sans danger et biodégradable. Les vigiles et vendeurs de cette enseigne à Paris La Défense, je vais parler des magasins Castorama, les vigiles et vendeurs de cette enseigne à Paris La Défense ont même à 2 reprises redoublé de violence sur des manifestants pacifistes qui réclamaient l'arrêt de la vente de ce pesticide. Une première fois au mois de mai, ce sont les militants du collectif Roundup Non Merci qui ont été agressés par plusieurs vigiles, alors qu'ils essayaient de sensibiliser les clients de cette enseigne au danger que représente la vente de Roundup à destination des jardiniers amateurs. 3 journalistes avaient également été pris à partie, une caméra professionnelle détruite par un vigile et des menaces de mort proférées à l'encontre des journalistes et des militants. Une seconde altercation a eu lieu, toujours dans le même magasin, au mois de juillet, sur des militants de la BAC. La BAC, c'est la brigade activiste des clowns, qui venaient dans la bonne humeur faire la chasse à la dernière abeille à coups de Roundup. Cette fois-ci, les vendeurs ont aussi frappé les militants, des coups de boule, un coup de poing accompagné de plusieurs menaces de mort, comme « il faut vous mettre dans une chambre à gaz », avant de s'emparer d'aérosols anti-cafards et de viser les yeux de plusieurs personnes. Le directeur du magasin, présent sur place, n'a rien fait pour stopper ces dérapages. Les vendeurs ont aussi brisé une caméra. Et à l'arrivée de la police, les activistes ont demandé donc à porter plainte comme ils l'avaient fait au mois de mai. Alors moi, sur le Internet, on peut visionner la petite vidéo de ce qui s'est passé. La brigade des clowns activistes, c'est vraiment des gentils. Ils sont déguisés à moitié en abeilles avec un nez rouge. Ils circulent dans les magasins en sautillant pendant que d'autres prennent des Roundup et essayent de les tuer. Ça rigole beaucoup, il n'y a pas du tout de bazar dans le magasin, les clients sont soit interloqués, soit ça les fait rire, mais il n'y a vraiment aucune violence, aucune destruction. Donc après, moi je m'interroge toujours sur pourquoi des vendeurs arrivent ainsi à des actes aussi extrêmes, alors qu'eux-mêmes font partie d'un système dont ils sont exploités. Enfin, c'est... Ah oui, et puis alors, c'est effectivement, il faut vous mettre dans une chambre à gaz, alors là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Encore des gens qui n'ont rien compris, quoi. Ça fait... Ouais, mais il n'y a pas que ça, hein. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît vraiment suspect quand même, c'est vrai, cette violence. Donc de là à imaginer qu'ils sont peut-être arrosés par le fabricant, hein. Oui. Ah oui, moi, vraiment, je comprends pas autrement. Hein. Avec Monsanto, oui, ça, tout est possible. Hein. Ouais, parce que je crois que le Roundup est aussi commercialisé dans les magasins Leroy Merlin. Enfin, il doit rester 2-3 enseignes encore qui le commercialisent. Mais Leclerc, comme tu l'as rappelé, avait arrêté, lui. Voilà. Bon, merci beaucoup. Puis écoute, de cette piqûre de rappel qui nous fait encore un peu plus, fout un peu plus ce moral en l'air. Bon. Voilà. Je rappelle le numéro du studio, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales, le 01 43 71 89 40. Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les cartes. Quand on a perdu le vice des bisques, des crevisses, des rillettes de la Sarthe. Quand la vue d'un striptease vous fait dire quelle bêtise, vont-ils trouver autre chose? Il reste encore un truc qui n'est jamais caduque pour voir la vie en rose. Une bonne paire de claques dans la gueule, un grand coup de savate dans les fesses, un marron sur les mandibules, ça vous fait une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques dans la gueule, un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une meule,
un coup de pompe en plein tagada. S'enterre tout, la drogue et l'aspirine, les épinards, la chenouf et la badoie. C'est bien plus bas que le foie en terrine, car c'est moins cher et ça n'alourdit pas. Une bonne paire de claques dans la gueule et la vie reprend tout son prix. Chaque matin, quand on se sent seul, claquons-nous la gueule entre amis. Quand elle a foutu le camp en emportant l'argent et la machine à coudre, en vous laissant l'évier plein de vaisselle pas lavée et le sel dans le sucre en poudre. Quand votre meilleur copain téléphone le lendemain en disant « Viens la reprendre », on ricane et l'on pense « Attends un peu Hortense, qu'est-ce que tu vas prendre ?» Une bonne paire de claques dans la gueule, un grand coup de savate dans les fesses, un marron sur les mandibules, ça te fera une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques dans la gueule, un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une molle, un coup de pompe en plein tagada. Tu t'ennuyais dans ma petite chambre, tu soupirais, tu voulais du nouveau. Dorénavant, de janvier à décembre, compte sur moi pour t'offrir un gogo. Une bonne paire de claques dans la gueule, et ça me consolera, ma chérie, des soirées où tu manœuvrais le rouleau à pâtisserie. Tu t'en souviens du rouleau à pâtisserie? Eh ben tiens l'eau est vilaine, toi qui as abusé de mon cas. C'était une bonne paire de claques, une chanson de Boris Vian. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans mettre, sans pub. Il y a Piquicou, je sais pas ce qu'elle fait, n'arrête pas d'aller et venir dans ce studio, vers la porte d'entrée, vers le téléphone qui sonne quand c'est... Quand c'est pas le moment. Quand c'est pas le moment, et qui sonne plus quand c'est le moment. Enfin bon, on vous a dit, pendant les pauses musicales, dans le dieu de bordel avec une... Robert va sévir. Ah oui. Quelqu'un qui frappe à la porte et il n'y a plus personne. Ah oui, oh là, c'est plus dangereux. Enfin bon. Voilà, vous écoutez bien l'émission Orocoy, la 226e, avec notre camarade Piquécou, qui est une grande marcheuse, notre Jean, notre hussard noir, qui est très méditatif ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe, ou plutôt j'ai un doute sur ce qui se passe, mais enfin bon, on va pas approfondir le sujet, ça pourrait le fâcher. Et puis ma pomme qui va la fermer, parce que c'est pas à moi de parler, c'est à notre Jean. Eh ben on s'en plaindra pas. Ouais, vous voyez qu'il n'est pas vraiment de bonne humeur. Hein, ce matin. Non, je viens de me disputer violemment. Oui, alors ça on peut vous Je dire. dirais pas avec qui. Avec Piquico, on était assez content de le voir enfin violent. Ouais, ça nous rassurait un petit peu. Ça nous rassure un petit peu. Ah ouais, c'est ça. Mais après, j'en suis toujours... ça me laisse jamais en bon état. Enfin oui, bon, bref. On s'en est aperçu. Je culpabilise facilement. Noir, histoire d'une couleur par Michel Pastoureau. On avait déjà, je crois c'est en revenant, tout début septembre peut-être, non, qu'on avait fait le bleu. Oui, bien alors, sûr. Nous, c'était avant l'été peut-être. Non, c'était avant l'été. Oui, c'était avant l'été. C'était avant l'été, oui. C'était avant l'été à la rentrée. Au fil de sa longue histoire, mon cher Robert, le noir a été associé à la fertilité. Ah bon? Tu dois être vachement fertile parce qu'il y a quand même une petite pochette rouge là. Oui, j'ai changé la noire. Mais... Donc méfiance, hein. À la tempérance. Ah bon? À la dignité. Ah bon? Et oui. à l'anarchisme, ça. Oui. Ça.
Et alors là, je suis désolé, hein, Robert. C'est un coup de pied de l'âne. C'est un coup de pied de l'âne un peu, mais je suis bien obligé de le dire. Ouais. Le noir a aussi été associé à l'autorité. Oh, bah j'ai pas dit ce matin que l'autorité on l'emmerdait au fait. Et l'autorité, tu sais ce qu'on lui dit justement? Tous les mordis. Je l'ai pas fait aujourd'hui. Bon, eh ben, heureusement que tu m'as remis sur les rails. eh ben on lui dit merde, voilà. Ouais. N'empêche, hein, depuis quelques décennies, le noir incarne surtout l'élégance, hein, et la modernité. Voilà, Michel Pastoureau retrace dans ce livre, hein, sa destinée européenne et son ambivalence, enfin l'ambivalence de sa symbolique plus exactement. Hein. Voilà, mais écoutons plutôt Piquet-Cou. Piquet-Cou, qui est jamais en noir, il est toujours en toutes les couleurs. Lorsqu'Isaac Newton découvre le spectre à l'horizon des années 1665-1666, il met sur le devant de la scène un nouvel ordre des couleurs, au sein duquel il n'y a désormais plus de place ni pour le blanc ni pour le noir. C'est une véritable révolution chromatique. Pendant près de 3 siècles, le noir et le blanc ont donc été pensés et vécus comme des non-couleurs, voire comme formant ensemble un univers propre, contraire à celui des couleurs. En noir et blanc d'un côté, en couleur de l'autre. En Europe, une telle opposition a été familière à une douzaine de générations. Et même si elle n'est plus guère de mise de nos jours, elle ne nous choque pas vraiment. Nos sensibilités toutefois ont changé. Ce sont les artistes qui, les premiers, à partir des années 1910, ont peu à peu redonné au noir et au blanc le statut qui avait été le leur avant la fin du Moyen-Âge, celui de couleurs authentiques. Les hommes de science ont suivi, même si les physiciens sont longtemps restés réticents à reconnaître au noir des propriétés chromatiques. Le grand public, enfin, a fait de même, si bien qu'aujourd'hui, dans nos codes sociaux et dans notre vie quotidienne, nous n'avons plus guère de raison d'opposer le monde des couleurs et celui du noir et blanc. Tout juste reste-t-il, ici ou là, photographie, cinéma, presse, édition, quelques reliquats de l'ancienne distinction. À la fin de l'année 1946, une exposition à la Galerie Megd, à Paris, proclamait avec une sorte d'insolence « Le noir est une couleur ». Il s'agissait non seulement d'attirer l'attention du public et des médias par un slogan accrocheur, mais aussi d'affirmer une position différente de celle enseignée dans les écoles des beaux-arts et dans les traités académiques de peinture. Peut-être même à 4 siècles et demi de distance, les peintres exposés souhaitaient-ils répondre à Léonard de Vinci, qui le premier chez les artistes avait proclamé dès la fin du XVe siècle que le noir n'était pas vraiment une couleur. Le noir est une couleur. Une telle affirmation est redevenue aujourd'hui une évidence, presque une platitude. La véritable provocation serait d'affirmer le contraire. Si l'on en croit les premiers versets de la Genèse, les ténèbres ont précédé la lumière. Elles enveloppaient la terre lorsque celle-ci était encore privée de tout être vivant. L'apparition de la lumière était une condition obligée pour que la vie puisse apparaître sur la terre. Pour le premier récit de la création, le noir a donc précédé toutes les autres couleurs. Il est la couleur primordiale, mais aussi celle qui, dès l'origine, possède un statut négatif. Dans le noir, pas de vie possible. La lumière est bonne, les ténèbres ne le sont pas. Pour la symbolique des couleurs, le noir apparaît déjà après seulement 5 versets bibliques, comme vide et mortifère. Ce noir des origines se retrouve dans d'autres mythologies, non seulement en Europe, mais aussi en Asie et en Afrique. C'est souvent un noir fécond et fertile, comme celui de l'Égypte, qui symbolise le limon déposé par les eaux du Nil, dont les crues bénéfiques sont attendues chaque année avec espérance. Il s'oppose au rouge stérile du sable du désert. Ailleurs, le noir fertile est simplement représenté par de gros nuages sombres, gonflés de pluie, prêts à s'abattre sur la terre pour la féconder. Voilà, Noir, histoire d'une couleur, c'est un petit bouquin, et publié en collection Point par les éditions du Seuil. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico 145 rue Amelot 75 011 Paris Métro. Robert téléphone 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Ouais, et à propos du noir, je vais mettre mon petit grain de sel, je ne peux pas m'en empêcher. Quand j'étais étudiant, c'est vrai que déjà, même dans les années 50, le noir, c'était pas vraiment un truc qui était
qui a été étudié, enfin, en tant que couleur. Mais c'est vrai que c'est vraiment passionnant de travailler en noir. Et notre camarade Jean, qui est à côté de moi à ma gauche, est un illustrateur reconnu qui travaille en noir et blanc, et je vous dirais jusqu'au bout de la rue. Hein. Qui est con. Ouais, non, il fait en ce moment, une série de bouquins sur la Gaule, en illustration, et près de 100 illustrations par bouquin, faut dire. Il en fait 10 par jour, quoi. C'est aussi un staccanoviste, hein. Bon, c'est pour ça qu'il est épuisé. Et il travaille le noir et blanc, et je peux vous dire que vraiment avec de la couleur, ça foutrait tout en l'air. Voilà ce que je voulais dire. Quelques petites touches. Oui, mais enfin bon. C'est le noir qui prédomine. Comme chez les artistes asiatiques, là. Bon, je regardais Livres de femmes et de peinture, j'aime bien parce qu'il y a un passage où il y a un commanditaire du peintre qui lui demande de pouvoir rajouter du jaune sur la peinture qu'il a. C'est une petite cabane. D'ailleurs, quand il dessinait des immeubles, enfin des maisons ou des personnages, c'était vraiment à chier. Par contre, la nature, c'était magnifique, les animaux, tout ça. Et là, il fait une petite truc jaune sur le toit de la cabane, et voilà, c'était la couleur. C'est assez extraordinaire. J'utilise la même technique, hein, je précise. C'est du lavis à l'encre de Chine. Ouais, j'adore. Non, et je ne désespère pas te faire. Non, mais tu maîtrises mon genre. Te faire essayer. Ouais. C'était Armstrong par Claude Nougaro. Oui, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître, sans pub.
sur 89.4, hein, si vous allez sur la FM, mais si vous nous écoutez sur le net, en live, c'est bon de le dire pour ceux qui savent pas ou si leur ordinateur déconne. Et s'ils sont dans la région parisienne, enfin dans l'Île-de-France, 50 km autour de Paris, ça marche. Voilà. À Racaille, avec notre camarade Piquécou à la régie, avec le truc du téléphone qui s'allume et la personne au bout. Enfin bon, c'est bizarre ces histoires. Notre Jean, notre hussard noir qui concocte cette émission, qui est toujours à côté de moi, la mine grave, le teint pâle. On remercie ceux qui le mettent dans cet état-là. Hein, qu'ils soient pas devant moi parce que je leur tatane là. Bon, enfin bref, je vais pas être méchant, mais quand même, ça chichera des bulles, comme on dit. Ouais, dans les cours de récré. On a des vies. La vie est dangereuse, hein, de toute façon. Tiens, je t'en raconte juste une petite, le plus rapidement possible. Bien sûr, mon Jean. Tu sais que j'étais dans ma montagne, que tu considères toi comme un lieu de perdition, carrément, il faut le dire. Bah oui, hein. un an mutilé. Enfin bon, faut le faire. Bon, le matin où on est reparti, c'est-à-dire, j'ai oublié, jeudi ou vendredi, samedi. Le matin même, au-dessus de la grange, tu vois, là où il y a les toilettes sèches, tu connais ce lieu le lieu de perdition en question. Avec ta conférence sur les toilettes sèches, je m'en souvenais pas, j'osais pas pisser, j'osais pas faire le reste. Hein, bon. J'ai trouvé une bouse de vache le matin. Une bouse de vache. Une bouse de vache. Une belle, hein. Non, un peu au-dessus, là. Tu vois, c'est pour que tu visualises. Je sais bien que nos auditeurs connaissent pas le plateau de Kouméli, mais bon. Et au milieu de cette bouse de vache, une empreinte de pattes d'ours. Mais énorme. Non, sérieux. Je vais penser à Tartarin. Mais, non, tout ce que je vais vous raconter, c'est vrai. Hein. Bon, il avait marché dedans dans la nuit. Vrai, hein. Bon. Tu vois, il avait marché dedans dans la nuit. Bon, c'est quand même pas 50 mètres au-dessus de notre grange, tu vois. Hein, pas mal, tu vois. Et figure-toi que plusieurs heures après, dans l'après-midi, on repart. Au-dessus du barrage, je vois une énorme bouse de vache à nouveau. Et là, c'était carrément les fesses d'un hippopotame. La marque des fesses d'un hippopotame. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ce plateau de Kouméli. Et je me suis rappelé que, en arrivant, en fait, j'avais voulu cueillir un Edelweiss à ma fiancée, tu vois. Ils sont fiancés depuis 30 ans. Et j'ai glissé comme ça sur une première bouse de vache, et je suis tombé en contrebas avec le poids de mon sac, tu vois. Heureusement, je suis pas parti vers l'avant. C'est dangereux, non. Je suis parti vers l'arrière et je suis tombé les fesses en plein dans une énorme bouse de vache, et j'ai dû glisser, tu sais, sur 1 mètre comme ça, tu vois. Bah oui, mon Jean. Monstrueux. Bon, et j'ai été obligé, excuse-moi, hein, d'enlever mon pantalon et de faire toute la promenade. Heureusement, la montagne était vide, hein. Toute la balade jusqu'à la grange en slip, tu vois, avec mon truc sur quand même un slip. Bah heureusement, ouais. Mais je sentais qu'il fallait que j'enlève vite le pantalon, sinon ça allait tremper le reste, tu vois. Non, c'était quand même quelque chose, tu vois. Et sur le premier plateau, tu sais, quand on arrive comme ça tout de suite, il y a des granges à moitié troglodytes là dans des rochers. Il y a des marmottes qui vivent là, tu vois. Et au moment où je suis passé, je pensais qu'elles avaient tout hiberné. Non. Il y avait tout un groupe de marmottes qui nous a regardé passer comme ça. Et tu sais ce qu'elles ont fait? Bon, allez, vas-y, à toi. Oui, alors, bon, vous en prenez, vous en laissez. Hein. Bon, c'est des histoires à Jean. Hein. Sur le plateau de Kouméli, vous connaîtriez d'endroits sauvages où il a failli se tuer. Et là, enfin, il m'a filé des yeux parce que si c'est vraiment passé comme ça... Est-ce que ça expliquerait son espèce de teint grisâtre? Alors, moi, je vais vous parler de pas de gris, mais de noir et de blanc, enfin, bon, du clair-obscur, avec un de ses précurseurs. Je sais pas si c'est... Il y a toujours un précurseur des précurseurs, alors c'est un peu dangereux d'aller sur ce terrain-là, qui s'appelle Rembrandt, que je considère personnellement toute seule et sans l'aide de quiconque comme le plus grand peintre du monde. Et dont la caractéristique celle de l'œuvre est l'utilisation de la lumière et de l'obscurité, c'est ce qu'on appelle clair-obscur, technique du clair-obscur pour appuyer entre parenthèses, qui attire le regard par le jeu des contrastes appuyés. Ça dépend de moi, je lis. Hein. Les scènes qu'il peint, j'ai pensé que c'était bon à lire parce que c'est vraiment bien synthétisé. Les scènes qu'il peint sont intenses et vivantes. Oui, c'est ce qui n'est pas toujours le cas des peintres du clair-obscur. Il y a lui, il y a
comment s'appelle notre idole là, Caravage. El Caravaggio, voilà. Ce n'est pas un peintre de la beauté, à l'inverse du Caravage, hein, parce que Caravage c'est quand même des belles nanas, des beaux mecs, sauf quand il peint des dépravés. Il n'est pas un peintre de la beauté ou de la richesse, il montre la compassion et l'humanité qui ressortent dans l'expression de ses personnages. Vous voyez ses autoportraits, il en a fait environ une centaine. Vous voyez l'amour de sa vie, c'est Saskia, hein, c'est ça. Quand il la représente nue, bon voilà, mais moi je trouve que c'est un des nus qui sont, comment dirais-je, sexuellement excitants. C'est vraiment très expressif, qui sont parfois indigents ou usés par l'âge. Alors dont lui, parce qu'au fur et à mesure que les années passaient, évidemment, ses autoportraits, ça se dégradait de plus en plus. C'est surtout ça hein, que Robert trouve excitant, c'est usé par l'âge. Oui, tout à fait. Parce que même Saskia, je veux dire, c'est les femmes de. C'est pas Rubens, hein. Rubens c'est carrément des monstres. Il y a quand même quelques belles plantes, surtout qu'il a eu une très jeune femme, je crois, qu'il a peint, qui était aussi proche un peu de l'expression, de la sensualité de Rembrandt. Bon. Ses thèmes de prédilection sont les portraits et les autoportraits, oui. Moi, je préfère ses autoportraits que ses portraits, ainsi que des scènes bibliques et historiques. Alors là, c'est moins bandant, si on peut dire ça comme ça. Rembrandt présente aussi des scènes de la vie quotidienne. C'est là que je l'aime particulièrement, et des scènes populaires. Alors, sa famille, proche, Saskia, et puis, qui est sa première femme, et son fils Titus, qu'il avait avec une deuxième femme. Il vivait maritalement à cette époque-là, il était donc... pour l'église, c'était vraiment un mec pas fréquentable, ce qui lui a desservi dans sa carrière d'ailleurs. Voilà, sa femme, alors je ne prononcerai pas son nom, Saskia, c'était à ma limite, mais la femme, ma deuxième, c'est pas possible. Si quelqu'un veut s'y coller, qui s'y colle, des gens qui apparaissent d'une manière régulière dans sa barbouille, quoi. Voilà. Il a exécuté peu de paysages, par contre en gravure, oui, beaucoup plus. Ça l'est vrai pour l'œuvre gravée, bon, et les thèmes mythologiques. Voilà. Alors donc un grand peintre parce que il avait non seulement cette science du clair-obscur qui même dans ses portraits, dans le plus petite peinture, il y avait ce côté, mais particulièrement dans ses autoportraits, et surtout il y avait une richesse de pâte extraordinaire. On n'a pas attendu Van Gogh pour empâter. Pour empâter, lui, c'était vraiment, vous regardez ça de près, rien aussi. Voilà. Même ça donne une idée, une illusion de détails très délicats et tout, mais en fait c'est de la patouille, mais alors quelque chose. Hein. Voilà, pour restaurer, ils peuvent restaurer la manière sauvage, là, ça se verra pas, hein, parce que lui, c'était quand même un mec qui, à son époque, où les peintures étaient hyper léchées et tout ça, il n'y avait pas une surépaisseur, tout était clean. Lui, il a bouleversé un peu tout ça, il a bouleversé aussi l'art du portrait, il a bouleversé tellement de choses que je vous dis, à la fin de sa vie, il était ruiné. Sa maison a été vendue à l'encan, ses collections, il avait des collections extraordinaires de tous les grands artistes de l'époque, sans compter les antiques, etc. Quoi. Voilà. Oui, bon, et ben voilà, ces scènes mythologiques et tout ça, ça me fait chier. Mais je sais alors il a fait 400 peintures, enfin c'est un relevé, il faut toujours se méfier un peu des trucs comme ça. 300 eaux fortes, bon, je pense qu'il en a fait beaucoup plus. Et 300 dessins, là aussi, je pense qu'il en a fait beaucoup plus. Bon, on l'a répertorié, mais vous savez, au cours des siècles, il y a des œuvres qui disparaissent, qui sont détruites dans les guerres, dans les pillages. Oui, surtout qu'il a connu des éclipses, quoi. Donc oui, forcément, il y a des pertes. Oui. Il y a des pertes, oui. Il a fait une centaine d'autoportraits qui sont donc. Il a fait aussi un portrait de sa maman qui est extraordinaire. J'ai jamais vu une personne aussi ridée. Il avait cette science de pouvoir justement donner au visage, faire vivre des visages de gens âgés. Et il s'est pas épargné non plus dans sa vieillesse. Je dois dire que c'est assez terrible. Mais en même temps, bon, il a eu le courage de faire ça toute sa vie. C'est rare. Je crois que c'est le seul qui a fait autant d'autoportraits de lui dans l'histoire de la peinture, enfin il me semble, je suis pas spécialiste comme mon Jean qui me regarde en disant qu'est-ce qu'il va encore je pense qu'il y en a une bonne soixantaine, oui. Non, c'est unique, oui. Ouais, c'est unique. Ouais, voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus, en insistant sur le fait que, effectivement, ces peintres-là, et
c'est marrant parce que plus j'avance dans mon métier, plus je me sens proche de ces gens-là, alors que il y a quelques années encore, j'en ai rien à foutre. Mais je me dis que effectivement, cette science, cette technique, ce clair-obscur qui donne une espèce d'intimité, qui fait ressortir que le minimum, que l'essentiel d'un portrait ou de scènes avec plusieurs personnages aussi. Jean va vous parler de la tour, c'est un peu la même chose, mais en beaucoup moins libre, je crois. Enfin, quand même, c'est la grande peinture du clair-obscur. Voilà, c'est assez magnifique. Je défie aujourd'hui quiconque d'arriver à cette espèce de technique éblouissante de peinture, quoi. Mais pas seulement la technique, mais ils arrivaient quand même à faire passer aussi des émotions extraordinaires, surtout Rembrandt, évidemment. Pour moi, c'est de ce point de vue-là, en tout cas, pas dans ses peintures classiques, pendant les trucs archi connus comme la Ronde de nuit et tout ça. Moi, ça me fait superbement chier. Mais bon, c'est de la grande peinture peut-être, mais moi ça m'émeut pas du tout. Tous les grands, tous les machins, tous les militaires et tout ça, ça me fait vraiment chier. Mais ces portraits, ces autoportraits et ces scènes de... C'est de l'alimentaire, si tu veux. Tout à fait. Là, plus il y a de gens qui posent, plus il y a de commanditaires, plus il y a de gens qui payent. Tout à fait. Non, mais bien sûr. Il avait inventé le portrait de groupe, quoi. Voilà. Jean vous en dira plus avec de la Tour, et puis Piquet-Coup avec un peintre anglais que j'ai découvert. Je sais pas où elle est comme Jean. Elle arrive à trouver des peintres dont je n'ai jamais entendu parler. Voilà, vous verrez aussi un expert du clair-obscur plus contemporain que Rembrandt, mais pas mal. Elle aussi, ça l'amuse de te piéger, je crois. Ouais. Bon, Jean, allez, ça va être à toi après. Hein. C'était La lumière jaillira, interprétée par Jacques Brel. Et là, justement, on était en train de discuter. Il y a eu un documentaire sur la 5, là, dans l'émission La Galerie de France 5, sur la vie de Jacques Brel.
Si vous pouvez le regarder, vous pouvez le voir en streaming pendant une semaine, donc jusqu'à samedi soir. C'est vraiment un très beau document. Pour ceux qui aiment Jacques Brel, et même pour ceux qui l'aiment pas, parce que c'est un beau document sur un être humain extraordinaire. Et nous en sommes tous ici. Hein. Non, des amoureux de Jacques Brel, ah non, bah c'est oui, vrai. Ouais, bien sûr. Bon, on remarque qu'il suffit d'écouter l'émission. Voilà, et Jacques Brel, oui, en musique, parce que la lumière jaillira, parce que c'était un flûte, moitié, comment c'est les autres Belges? Wallon. Voilà. Et il y avait une anecdote aussi quand il a chanté avec Oncle Zout, je crois, chez les Papous, là. Il a chanté les Flamandes. Alors la première fois qu'il le chante, les mecs ils lui balancent tout ce qu'il y avait sous la main sur la gueule, quoi. Ah ben à la fin de la chanson il dit alors là, je vois que vous avez vraiment apprécié, donc pour la première fois de ma vie je vais bisser. Il a chanté une deuxième fois. Alors les Flamands là, ils ont eu un éclair d'humanité, ils se sont levés pour l'applaudir. Ah quand même, tu vois. Ouais. Donc ils ont de l'humour. Ouais, ils ont de l'humour flamand, quoi. Alors normalement il devait pas la chanter, on lui avait dit de pas la chanter. Ouais, on lui avait dit parce qu'il y avait des menaces et tout, tu vois. Mon Jean, alors. Oui, Georges de la Tour, c'est moi, hein, Georges de la Tour. Ouais. Ouais, oui, un moins grand peintre que Rembrandt, mais enfin bon. Oui, c'est différent. Mais un Lorrain. Non, mais Jean, 1593. J'ai de choisir des Lorrains chaque fois. Non, maintenant j'ai décidé de faire la Lorraine, de passer par la Lorraine pendant quelques temps. 1593-1652, Georges de la Tour. Alors je crois que c'est pas mal de préciser d'abord que c'est seulement en 1915 en fait qu'il a commencé à sortir de l'ombre dans laquelle il était englué depuis des siècles, grâce à un historien d'art allemand qui s'appelait Hermann Voss. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, la chronologie de la vie et le catalogue des œuvres du peintre des nuits mystiques, comme on l'a assez bizarrement appelé, prête toujours à discussion. Mais j'aime pas beaucoup cette histoire de peintre des nuits mystiques. Je trouve que c'est complètement à côté de la plaque, mais bon. C'est le problème avec les religieux. Ils ont tendance à confondre spiritualité et dévotion, si tu veux. J'ai déjà dit ce que j'en pensais dans d'autres émissions. Oui, mon Jean. Non, mais puis vous fermez vos gueules, là, vous n'êtes pas contents, là. Bon, attention. Voilà, un texte tout de même daté de 1751, soit un siècle après sa mort, nous raconte que le roi Louis XIII avait fait retirer tous les tableaux de sa chambre, sauf un Saint-Sébastien de la Tour, pour n'avoir plus à admirer que celui-là. Pas rien quand même, mais pour le reste, nous avons très peu de témoignages, en fait, sur ce natif de Lunéville en Lorraine, Robert. Lunéville, soyons précis. C'est un trou du cul du monde, je vous dis. Ah là là, c'est terrible. Mais enfin, ce qui est, Robert vous le confirmera, une marque de génie, déjà. Non? Arrête, pas le peu de témoignages, bien sûr, le fait d'être né en Lorraine. En Lorraine, Jacques Callot. Mais j'imagine que tout le monde avait compris. Voilà. Ouais. Un autre texte contemporain, celui-là, puisque daté de 1644, le répertorie comme peintre fameux. Et l'on sait aussi que le gouverneur de la Lorraine à cette époque se faisait offrir chaque année par la ville de Lunéville une toile du peintre. C'est vrai. Oui. Sérieux? Oui. Ça veut quand même dire quelque chose. Ou alors l'édile avait très mauvais goût, ça aussi. Non, je sais pas ce que fout le maire de Nogent-sur-Marne. Il a rien compris à la peinture, manifestement. Ses goûts en peinture, c'est à chier. Il est plutôt taux-folie, on va dire que bon. Bref, je ne donnerai pas ici le nom de mon peintre préféré qui habite justement à Nogent-sur-Marne. Sa prospérité à Georges de la Tour, elle semble avoir été rapide, et son train de vie celui d'un grand seigneur, au point que dans une requête au duc de Lorraine, là aussi on a le document, le petit peuple de Lunéville, Robert, le qualifiera, de la Tour, de personnage odieux, très dur en affaires, et n'hésitant pas à rosser ses voisins. Oh là là. Tu vois, alors calme-toi, s'il te plaît. C'est moins drôle. Ouais, que voulez-vous, le Lorrain est atrabilaire, là aussi. Robert, non, là ce sont plutôt les Alsaciens qui vous le confirmeront. Ouais. Qui tous les soirs font la prière en conchiant les Lorrains. Bon, on peut répartir un peu grossièrement son œuvre en deux groupes, en fait. Les tableaux qui représentent des scènes diurnes et ceux qui représentent des scènes nocturnes.
Ouais, mais je grossis quand même le trait. Hein. Parmi les œuvres d'Urne, on trouve son fameux Saint Jérôme pénitent, qui est vraiment un très beau tableau quand même, qui existe en 2 versions, hein, représentant le saint de manière très réaliste. Hein. Il l'a ramassé dans la rue, hein, ça, il n'y a pas de problème. L'on y trouve, à la manière de Caravage, hein, l'on y trouve également la diseuse de Bonaventure et le tricheur à l'as de carreau, hein, 2 toiles qui correspondent au code caravagesque de l'époque, hein, et que je trouve personnellement très surestimé. Hein. Mais bon, il est à noter que ces 2 tableaux montrent de telles analogies avec les dessins de Jacques Callot, hein, dont Piquet-Cou nous parlait très récemment, c'était peut-être même la semaine dernière ou la semaine d'avant, hein, ouais. Que l'on peut imaginer que les 2 artistes, donc Jacques Callot et Georges Delatour, se sont fréquentés. Hein. Ça paraît évident en fait quand on regarde ça. En quels termes était-il ça? On n'en a aucune idée. Voilà. La femme à la puce est la première peinture nocturne de Georges Delatour, hein, qui nous touche vraiment, enfin qui me touche vraiment. Disons les choses comme elles sont. La lumière y est l'élément constructif du tableau, hein, et confère à ce nu étrange et assez maladroit, je vais dire, hein, une spiritualité qui en fait tout le prix. Hein. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, tout aussi silencieuse mais plus aboutie est la Madeleine du Louvre. Tu vois de quel tableau je parle. Hein. La concentration dramatique de l'action autour de la flamme, hein, de la bougie, y atteint un dépouillement sans doute indépassable, hein, quelque part. Voilà. Georges Delatour chemine maintenant vers un art toujours plus complexe, hein, en même temps qu'il simplifie ses moyens. Ça, c'est beau quand même, hein, même si on est loin de Rembrandt, c'est vraiment intéressant à suivre dans le temps. Hein. C'est le Saint-Joseph Charpentier du Louvre, une des 2-3 toiles les plus fameuses de la tour, hein, où la volonté de saisir l'être humain dans sa profondeur morale trouve une magistrale application. Je le considère d'ailleurs comme l'un des plus beaux, hein, tableaux de la peinture occidentale, moi, ce Saint-Joseph Charpentier. 2 mondes s'y opposent dans un silence de tombeau. À celui du vieillard au visage ridé, complètement, tu vois, refermé sur son moi, hein, sur ses pensées, répond celui de l'enfant resplendissant dans la lumière. C'est intéressant aussi, hein, cette opposition entre 2 êtres dissemblables, hein, qui va d'ailleurs dès lors irriguer quelques-unes des œuvres majeures de Delatour. Hein. Avec le nouveau-né, le peintre atteint peut-être le sommet de son art. Hein. Il se distingue par une totale concision des moyens employés, un dépouillement extrême, où s'exprime une spiritualité saisissante, là encore. La dramatisation qui préside à ces dernières toiles me semble un brin artificiel, hein. Mais elle n'empêche pas pour autant de briller pour l'éternité. Robert, la petite flamme vacillante d'une simple chandelle appliquée à délivrer dans l'espace de la nuit la méditation d'une âme face à son destin. Non, écoutez, là, c'est un morceau d'anthologie radiophonique. Hein. J'espère que vous en avez conscience de la chance d'écouter un tel orateur. Dommage qu'on fasse pas cette émission dans la nuit, mais... Oh, bon, on peut tout éteindre. Hein. Merci, mon Jean.
moi, c'était une ballade irlandaise pour un peintre lorrain. C'était Ballade pour Éléanore, interprétée par Anne van der Love. Et voilà, je veux dire j'ai eu un petit coup de fil d'un auditeur qui nous racontait l'anecdote suivante, que Stendhal, devant le nouveau-né emmailloté, en fait, qu'on attribuait à l'époque à Zurbaran, l'a regardé et a dit non, pour moi c'est pas Zurbaran, c'est Velasquez. Et en fait, c'était ni l'un ni l'autre. Et en fait, c'est encore en cours de discussion. Apparemment, on n'est pas complètement certain de ce qu'on attribue à Delatour. Et pas que de cet homme. Oui, mais bon, les avancées en matière de radio permettent quand même de plus en plus, si tu veux, d'attribuer correctement les choses. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de discussions sur Delatour et pas seulement sur ce tableau. Ouais, d'accord. Voilà, j'espère que notre auditeur sera pas rassuré, mais il verra que on suit très attentivement ce que nos auditeurs nous racontent pendant les pauses musicales. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Je vais faire court là parce que on a peu de temps. Piquez coup à la régie qui va vous causer tout de suite d'un artiste anglais que personnellement je trouve magnifique du point de vue de la technique, mais un peu moins convaincant pour l'émotion. Il n'y a pas l'émotion. Travaux dégage, mais c'est un anglais quoi. Donc cet anglais s'appelle donc Joseph Wright of Derby. Donc après Rembrandt le hollandais, Georges Delatour le lorrain, un autre peintre du clair-obscur moins connu, un britannique, Joseph Wright of Derby, 1734-1797. Portraitiste et paysagiste, Joseph Wright est célèbre pour sa technique du clair-obscur et pour ses tableaux de scènes éclairées à la bougie, période dite à la chandelle, mais une période qui ne dura que 8 ans, de 1765 à 1773, et qui ne compte en fait qu'une dizaine de toiles dans sa production. On peut les classer autour de 3 thèmes. Il y a les tableaux qui représentent les débuts de la science par l'alchimie et qui sont souvent tirés des réunions de la Lunar Society. C'est un groupe de scientifiques et d'industriels. Et ces tableaux forment des archives importantes sur le combat de la science contre les valeurs religieuses et l'obscurantisme au siècle des Lumières. Comme ce tableau, 3 personnages observant le gladiateur à la lumière d'une bougie. Donc on distingue effectivement cette bougie et à côté une lampe éteinte, ce qui signifie qu'on a qu'on a volontairement choisi le mode de lumière. Dans un autre tableau aussi planétaire, où la source de lumière est censée reproduire celle du Soleil sur la trajectoire des planètes. Donc Wright est tout à la fois un peintre féru de science et un scientifique un peu égaré dans la peinture. Une seconde série de tableaux, c'est la reproduction de paysages, comme ce paysage au clair de lune, dans lequel la lune est cachée par un pont en arc au-dessus de l'eau, mais qui illumine la Seine où l'eau scintille, par opposition à l'obscurité du paysage. Je dirais une troisième catégorie sont les tableaux qui sont des témoignages de l'industrie contemporaine, comme le thème de l'atelier du forgeron, qui est repris dans 5 tableaux, dont une version montre une échoppe où 3 hommes s'affairent à forger une pièce de fer ou d'acier. Donc Wright a imaginé un voyageur tombé en panne en cours de route et le maréchal Ferrand travaille donc à la lumière d'une chandelle. Et cette situation permet à Wright de montrer son talent et son intérêt pour les jeux d'ombre et de lumière. Partagé entre un tempérament romantique avant l'heure et un goût prononcé pour les innovations technologiques, Joseph Wright met au point une technique picturale qui tient compte de la conception newtonienne de la lumière, utilisant la feuille d'or ou d'argent en sous-couche, multipliant les couches pigmentaires, dont la superposition lui permet de maîtriser la transmission et la réfraction de la lumière au travers de la totalité de la peinture. Wright use du clair-obscur dans un but démonstratif autant que narratif. La lumière de Wright n'est pas divine mais naturelle, et il n'hésite pas donc à introduire la source de lumière dans le tableau. Ouais, ce qui est à noter aussi, c'est que, moi je dis ça parce que j'ai regardé évidemment des images sur le net, c'est que les sources de lumière sont jamais directes. Elles sont toujours cachées, ils éclairent de l'intérieur une réunion, un groupe, etc. C'est assez... un petit jeu pour vous, les langues sera d'hiver, où vous allez sur le net, vous cherchez les tableaux de Wright. Effectivement, on n'a pas la même émotion, ça je suis complètement d'accord. Je crois me rappeler qu'il avait débuté très jeune, hein. Il était vraiment très doué ce Wright. Ah non, on sent qu'il a une technique. Les tableaux de lui où il a même pas 20 ans, je crois, et ça fait mal. Ouais, bon, moi ça me fait pas mal.
Non, c'est vrai que la technique... Ah, mais toi, t'as un cuir d'une épaisseur qu'on a rarement vu dans l'histoire de l'humanité. Il y a les choses comme elles sont. S'il n'y a que la technique, c'est quand même un peu petit, quoi. Enfin bon. C'était Jean Ferrat, Un jour futur. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste du 100 PIB. Et maintenant, on va vous parler des exploits à ne pas manquer, et surtout à ne pas manquer. Parce que si Jean ils se décarcassent pour vous, c'est pas pour les manquer. J'ai réussi à trouver quand même 2 expos qui sont pas très éloignés de notre thématique d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Pas mal. Hein. Donc je vais faire la première et elle se moque. Elle est moqueuse, hein. Elle est très moqueuse en ce moment. Elle se moque, elle dit que, comme d'habitude, ce qui est une moquerie absolue, bien sûr. Bon. Voilà, la première, c'est Piqué coup fera la seconde, même si elle est moqueuse, il n'y a aucune raison de lui voler ça. La première, c'est Goya et la modernité, ça c'est à la Pinacothèque, 28 place de la Madeleine, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, 75 008 Paris, et c'est valable jusqu'au 16 mars 2014. Hein. Vous avez le temps de vous y faire. Voilà, Goya réalise une série, en fait, celle des scènes de jeux d'enfants, hein, où il place le spectateur face à des enfants en haillons, hein, errant dans des villages espagnols ou italiens, s'inventant des jeux où l'imagination et la débrouillardise priment sur les possessions matérielles. Tu réagis pas, normalement tu es très sensible à ce genre de discours. Ce souci de l'humilité permet à Goya de rendre compte des heures noires de l'histoire de l'Espagne, hein, des famines et de la pauvreté. Non, c'est pas fini. Il nous faudra à nouveau un Goya. C'est dans la série des Caprices, une gravure publiée en 1799, que la critique de la religion et le rejet du clergé deviennent centraux dans son travail. Goya utilise cette série en fait pour présenter un regard critique sur ses contemporains, et le monde ecclésiastique n'est point épargné, même si on est assez loin de Clovis Trouille. Goya y expose plusieurs griefs en fait à l'égard de l'Église à l'aide d'un dessin incisif et satirique. Il dénonce l'enrichissement et les comportements déviants et n'épargne pas l'Inquisition. Dans les désastres de la guerre, Goya bouleverse l'esthétique de la peinture d'histoire. La guerre, auparavant glorifiée comme un acte d'héroïsme, se trouve plongée dans un univers de brutalité. La violence est mise à nu, en dehors de toute justification politique. Des hommes sont massacrés, des femmes violentées, et je m'arrêterai là. Je laisse la place à Piqué coup. Bravo Goya, il faut dire que oui, c'est quand même... Il y a eu un film d'ailleurs qui est sur Goya, je crois qu'on l'a vu à la télé ou je sais pas où, qui retraçait exactement ce parcours, quoi. Les fantômes de Goya. Les fantômes de Goya, magnifique, oui.
Donc deuxième exposition, Corot dans la lumière du Nord, au musée de la Chartreuse, 130 rue des Chartreux à Douai jusqu'au 6 janvier 2014. C'est en 1847 que Constant Dutilleux, qui dirige un atelier à Arras, se rend au Salon de Paris et découvre les toiles de Camille Corot. Il entame alors avec celui-ci une correspondance qui entraîne une longue et profonde amitié. En 1851, Corot effectue son premier séjour à Rajoy, préludant à beaucoup d'autres. Autour de ces deux hommes, pédagogues chaleureux et ouverts, se rassemblent des personnalités diverses, le peintre Charles de Zabary, puis Alfred Robot, lithographe à Douai, respectivement gendre et beau-frère de Constant Dutilleux. Le paysage est au centre des préoccupations de ces artistes qui plantent leur chevalet aux environs d'Arras, de Douai, dans la région des étangs autour d'Arleux, de Palluel et sur le littoral. De ces séances, Corot a laissé de nombreuses œuvres pleines de sensibilité, léguant une lecture à la fois sincère et poétique de ces paysages du Nord. Au cours de ces séjours, Corot s'initie à la technique du cliché vert, procédé inventé par deux Arageois, et s'empare des possibilités esthétiques offertes par ce nouveau médium, créant par griffonnage des œuvres d'une grande modernité. L'exposition rassemble plus de 130 œuvres de Corot. Ouais. Bah, ça, c'est vraiment un lieu où je pense qu'on ira faire un tour. Ouais. Par contre, on peut peut-être juste préciser qu'on a parlé de l'Expo Jordans il y a 2 semaines environ, que nous y sommes allés, qu'on a été juste un petit peu déçus par la quantité d'œuvres qui racontent plutôt des scènes de ripaille. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'on... C'est surtout ça que vous aviez envie de voir, quoi. Voilà. Petit ripailleur, hein. Non, on n'avait pas dit encore. Non. Ah, vous êtes bien des animateurs d'art racaille, vous, tiens. Oui, non, mais c'est vrai. Hein, c'est on ça. ripaille. Non, Et... mais c'est une escroquerie de plus dans ces grands machins, là, tu vois. Dans le petit palais, bon, c'est pas le grand palais, mais quand même. Et l'affiche, c'est sur justement une scène de ripaille, et puis, en fait, sur 130 hommes, il y en a été qu'une Il y en a demi-douzaine. 128 sur la religion. Oui, à peu près. Et la mythologie. Et la mythologie, ce qui est pas mieux. Voilà. Bon. Oui, ben, tu peux lancer la musique, si...
C'était El Paso del Ebro, interprété par Lenny Escudero. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, c'est la fin. Notre Piquet-Cou va vous causer d'une expo si le téléphone ne sonne pas. En dehors des pauses musicales, Dominique, c'est à toi. Non, bah si. Non, c'est pas une expo, c'est une annonce. C'est une publique. annonce. Oui, c'est une Parce que annonce. vendredi soir, il y a un documentaire qui s'appelle Child Free, donc c'est au sujet des gens qui décident volontairement de ne pas avoir d'enfants. Donc c'est 19h30 vendredi à la librairie Publico. Voilà, vous pouvez aller tous les jours, hein, c'est pas interdit, déverser vos thunes dans la caisse de cette librairie en grand danger. Je vais faire court là parce qu'il ne reste plus que 5 minutes, je peux pas m'étaler comme d'habitude, mais la librairie Publico c'est vraiment important, voilà, il faut vraiment la soutenir de toutes vos petites forces comme nous on essaye de le faire. Et puis les éditions du Monde Libertaire, c'est une petite maison d'édition où un mandaté s'occupe des publications, qui fait qui sort des bouquins vraiment intéressants, pas chers du tout, sur l'anarchie principalement évidemment, mais bon, voilà. Et puis nous avons le Monde Libertaire avec je sais pas comment on dit, une déclinaison en hors-série et en gratuit que vous trouvez en dépôt de presse à la librairie Publico, où vous pouvez vous abonner d'ailleurs. Voilà. Et puis vous pouvez aussi envoyer des dons, comme pour la librairie, comme pour la maison d'édition. Vous pouvez les soutenir de toutes les manières possibles, mais surtout en y allant, en achetant des bouquins, en vous abonnant ou en achetant les publications. Et puis aussi vous avez évidemment cette radio où on parle aujourd'hui, qui a récemment dû sortir une énorme somme de pognon pour réinstaller une porte blindée. Vous savez qu'on a une porte blindée ici, on en a besoin parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien nous faire la peau, je suppose, sans trop d'imagination d'ailleurs, parce que bon, c'est un peu vrai. Et voilà, et cette porte nous a coûté une fortune, et donc on va tous s'y mettre un peu de notre poche. C'est pas interdit que vous le fassiez si vous en avez envie, mais c'est plutôt aux animateurs et aux techniciens animateurs de cette radio de mettre la main à la poche, parce que c'est eux qui en sont les usagers principaux. Voilà, c'est eux qui rentrent ici, qui sortent d'ici. Voilà, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans notre petit monde, pas clos, hein, très ouvert de l'anarchie. Voilà, cette radio libertaire qui essaye, comme les autres outils de propagande de notre fédération, qui essaye de vous informer d'une manière différente et de peut-être vous donner l'envie de faire d'autres choses que celles qui vous sont prescrites par les institutions. Hein? Ils vous tracent le chemin, nous on vous trace pas le chemin. On vous suggère des choses et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. C'était donc la 226e de Arracaille sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, avec notre Piquet-Cou à la régie, qui vous permet d'écouter cette émission sans trop de peine, pas comme quand j'y suis. Et notre Jean, notre hussard noir, qui concocte ces émissions pour vous. Voilà, c'est le cerveau de la bande. Salut à tous, à avec toutes. Piquet-Cou qui est aussi une cervelle, et moi qui suis plutôt un homme de main. Du mou pour mon chat. Du mot pour mon chat. Salut! À la semaine prochaine, au revoir. Salut.